striking video which appears to show a huge bizarre diamond-shaped UFO hovering over the sea before it disappears through a portal has gone viral. Bright orb moving around it. It is seen to rise into clouds above as if disappearing through a portal to another dimension. The Section 51.2 website claims it was filmed in November 2016 by Danish fishermen. However, it includes no real details about the alleged sighting. And see. But, Section 51.2 has been outed by serious UFO investigators and hoaxbusters as regularly using CGI effects to add extraordinarily clear-looking UFOs to its videos. The website and channel features on many UFO investigators' blacklists of so-called UFO sites to avoid because of its alleged use of hoaxes. The Devil hand sign video is a fact-based video about a trendy hand sign used in the world of spirituality, music industry and even in the politics. The Devil hand sign is not invented by rock bands. The Devil hand sign is not invented by the Illuminati and not invented by Satanists or any of that. The Devil hand sign or goat horns gesture are absolutely two incorrect names. The true name is Karana Mudra and it is not about goat horns but yak horns. It is called the gesture of banishing. Siddhartha Gautama, the founder of Buddhism, well known as the Buddha, first used this gesture far back in 563 before Christ. This was used to warding off evil. So when you point this gesture towards someone, you are warding off the evil. Evil, devil, yeah, if you remove the D, you get evil. You are banishing the person in question you are pointing your hand at. That's why they call it the gesture warding off evil. The jack horn sign is a real negative hand gesture and is insulting as pointing your midfinger. Throughout the centuries, the jack horns got different meanings given by pop culture and the religious groups, and the meaning today vary from country to country. When you swivel the gesture back and forward,
you are horning this person. Horning? Horny? Yeah, this have indeed a horning meaning. When you are horning the yak horns, yeah, back and forward, you are unwittingly investing parental effort in offspring that is not genetically your own. This is a sexual fetish gesture in which the fetishist is stimulated by their own committed partner, choosing to have sex with someone else. The Hollywood star Eva Longoria was in my town Marbella in Spain. In the Spanish culture, they call the yak horns hands gesture corna, and it means your wife is unfaithful, to inform the wife has been unfaithful. On Twitter, this boy tweeted where she did the yak horns hand gesture next to this underage Spanish boy. For a woman with Latin roots, this is an awkward moment and quite stupid. The Kitab al-Bulhan, or the Book of Wonders, a late 14th century Arabic manuscript, you see Satan displaying the sign of the horns. Satan definition in Hebrew is accuser, the adversary, and the word devil comes from evil. If you remove the D, you get evil. In the term Satanism, the yak horn hand gesture means il cornuti. When you make this hand sign as a Satan worshipper, you hail to Satan. Hail Satan. As you can see, and no matter it has been transformed throughout the centuries, one thing remains the same: the devil hand sign, the goat horn sign, Karana Mudra, or the yak horn hand sign, however you want to name it. The foundation remains evil, nothing else. Lions Ground have the new study from lead researcher Igor Yakimenko. This 16-page document proves that you can get cancer from cell phones. Yes, we all have heard it before, seen it on television, read it in newspapers, but it was never scientifically proven. The true effects of mobile phones on your health until today. And they've analyzed hundreds of existing studies on the harmful effects of radiation on DNA. That damage can lead to various health problems, including cancer, headache, fatigue, Alzheimer, Parkinson, skin disease, and even skin problems. For example, if you use your mobile phone for 5 years, 20 minutes per day, you have 3 times more likely to have a brain tumor. And do you use your mobile phone for 4 years every day for an hour, then you have 3 to 5 times more likely to have certain tumors. Although the risk of brain cancer is relatively low, in 2012 there were in the United States 6.4 cases per 100,000 adults. According to Yakimenko, we have to be careful because conditions can develop over a period of 30 years. We have collected data on adults who use their phones for 10 years, and the situation is quite different on children who use mobile phones because their brain is more susceptible to harmful factors. To reduce the risk, you need to be wise and use your phone less, or opting for hands-free calling. Lions Ground have now scientific proof that cell phones cause cancer. Visit the article to get a free copy of the full study. Pô, vai ter que ir pra casa, né? Bora logo. Tá. Ei, pô, não, peraí, pô. Senta aí que eu vou editar esse momento aqui. Vou editar esse momento. Isso aí. Ei, pô, mas a gente tem que ir, pô. Não existe não, você é doido, é? Já é 6 horas da Não, tarde. peraí, falei umas confusão aqui, bora. Não esquenta não. Bicho, vi uma parada ali passando atrás, bicho. Vocês viram? Não, deixa quieto, vou continuar, acho que é frescura mesmo. Não, peraí, não, esquenta não.
Pois é, continua aí. Caralho, bicho, tu viu, Leandro? Eu vi! Bicho, cara, gala seca, vai me embora. Não esquenta não. Bicho, vi uma parada ali passando atrás, bicho. Vocês viram? Não, deixa quieto, vamos continuar, acho que é frescura mesmo. Não, peraí, não, esquenta não. Pois é, continua aí. Caralho, bicho, tu viu, Leandro? Eu vi! Bicho, cara, não esquenta não. Bicho, vi uma parada ali passando atrás, bicho. Vocês viram? Não, deixa quieto, vamos continuar, acho que é frescura mesmo. Não, peraí, não, esquenta não. Pois é, continua aí. Caralho, bicho, tu viu, Leandro? Eu vi! Bicho, cara, gala seca, quoi. Un laptop dans une sculpture grecque antique. Ce bas-relief daté de 100 ans avant Jésus-Christ est exposé au musée J. Paul Getty, en Californie. LSY trouve depuis un moment, mais ce week-end, elle est devenue virale sur Internet. Elle proviendrait de Délos, une petite île à l'est de la Grèce continentale avec un énorme arrière-plan mythologique, culturel, et une importance archéologique. Dans une vidéo de 2014, le youtubeur styliste Pakingu a indiqué qu'il pourrait s'agir là d'un laptop. S'appuyant sur plusieurs photos prises par les touristes, il indiquait que la sculpture est troublante. Certains ont appuyé cette théorie en arguant que les deux trous sur le laptop seraient en réalité des ports USB. Bien sûr, il est tentant de voir des choses familières dans des sculptures plusieurs fois millénaires. Si le youtubeur n'affirme rien, d'autres scènes sont chargées pour lui, indiquant qu'il pourrait s'agir d'une preuve de voyage dans le temps, ou même d'un cadeau des aliens. Mais styliste Pakingu a quand même sa petite théorie sur la chose.ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนครับพี่น้องครับเหมือนมีอะไรจะลงมาในนี้
Las leyendas urbanas han formado parte de la humanidad desde el comienzo de sus tiempos, creando mitologías e historias que rayan en la fantasía. Muchas de estas historias resultan tan terroríficas que han marcado generaciones completas. Es mucho lo que se ha hablado de este personaje que analizaremos hoy. Es uno de los personajes más famosos de la web, pero hoy intentaremos darle un acercamiento distinto al análisis de esta historia. Existen diferentes leyendas para explicar el origen de este misterioso personaje. Una de las leyendas que plantea su origen nos dice lo siguiente: existió un joven, el cual era marginado en su preparatoria, un chico extremadamente introvertido, un chico el cual sufría bullying constantemente. El chico, el cual también tenía problemas con sus padres, ya no soportaba más y tomó la decisión de suicidarse. Y el joven se dirigió a un puente para lanzarse. Justo antes de hacerlo, un anciano le habló y le preguntó que qué hacía. El chico le contestó que quería terminar con su vida, pero el anciano lo persuadió para que no lo hiciera, diciéndole que podía ayudarlo. El anciano lo llevó hasta un edificio en donde cerró las puertas y le dijo al joven que podía ofrecerle una vida totalmente nueva. El joven, que ya no tenía nada que perder, aceptó. El anciano le dijo al joven que era un científico el cual había creado diferentes investigaciones sobre la anatomía humana, que manipulaba los genes y creía que podía convertirlo en cualquier cosa, desde una persona completamente diferente hasta algo completamente nuevo. El joven, asustado por este argumento, intentó escapar, pero el científico lo inyectó con una sustancia que lo puso a dormir, y entonces comenzó sus experimentos con él. Y el experimento se denominó como el experimento 84B. El científico experimentó con el joven, pero algo ocurrió mal. Una de las maquinarias comenzó a fallar, creando un fuego en el lugar y luego una gran explosión que evitó que el experimento fuese completado. Luego de la explosión, el joven despertó cerca del lugar, pero se sentía totalmente extraño. Ya no tenía la necesidad de respirar. Sentía que sus extremidades estaban totalmente alargadas. Luego de esto, el joven se había transformado en algo que ya no era humano. Podía alargar sus manos y pies a gusto. Ya no necesitaba respirar. También de su espalda salían tentáculos. Tras vivir solo toda su vida, poco a poco fue perdiendo su humanidad, pero algo le quedó de lo que era, una necesidad de tener amigos. Se dice que este personaje se acerca a los niños, pues solo ellos lo ven sin temor. Este personaje se conoce hoy día como Slenderman. Otras leyendas hablan sobre el origen de este personaje. Dicen que se trata de un ser de otra dimensión o un extraterrestre, quizás otra cosa parecida. Pero ¿qué nos dice la historia sobre este personaje? Según las fuentes de internet, Slenderman fue concebido el 8 de junio del año 2009 a manos de Victor Sword en el foro somethingawful.com. En un concurso de Photoshop fue descrito como una criatura que acosaba a los niños. Todo esto terminaría aquí si no fuese por las coincidencias de este personaje en la historia, que no solo datan del 2009, sino desde hace miles de años atrás. The Crowsman, en el año 1500, fue un aparente hombre de extremidades largas que secuestraba niños. El Nopera Bo, que es un tipo de fantasma mitológico japonés, el cual no tiene cara, muestra rasgos parecidos a Slenderman. Hasta la leyenda más antigua de la humanidad, el Alu, el cual no tiene rostro, es mitad humano y mitad demonio, y su origen se remonta a las creencias sumerias. Esta pintura muestra un ser extremadamente alargado, que lleva de su mano un niño, lo que muchos han considerado que se trata de una referencia de Slenderman.
este aparente creepypasta ha trascendido no solo por su icónica imagen y buenos fotomontajes, sino porque existen muchas personas que creen que Slenderman es real y que muchas de las fotos que creemos que son falsas son realmente ciertas. Y la creencia de este personaje ha convertido dos niñas en asesinas. Dos niñas estadounidenses llamadas Morgan Heiser y Anissa Weier decidieron matar a una amiga porque querían probarle a Slenderman que podrían convertirse en sus agentes. Ellas querían que Slenderman las convirtiera en sus discípulas. Tras invitar a la chica a pasar la noche con ellas, planearon matarla, y el sábado, en un parque, la sentaron 19 puñaladas a la niña con la intención de luego correr al bosque a encontrar el lugar donde vivía Slenderman. Estas chicas actualmente están siendo juzgadas como adultos. Pero ¿cuán probable es que la leyenda de Slenderman sea cierta? Volviendo a la historia del supuesto origen de este personaje, el cual es resultado de un experimento fallido, no existe evidencia de nada de lo que se menciona. Además, que dicha historia es relatada desde una perspectiva de primera persona, como si fuese Slenderman el que la está contando, pero luego menciona que perdió la humanidad y que ya no puede hablar, por lo cual resultaría contradictorio que un ser a esta magnitud se siente en una computadora a contar su historia. A pesar de la existencia de diferentes tipos de leyendas en la historia de la humanidad, el hecho de que se parezcan a la historia de Slenderman no significa nada. Podemos encontrar diferentes historias parecidas en diferentes culturas en el mundo, de las cuales probablemente es el mismo mito que al pasar el tiempo va cambiando. No existe evidencia científica que pueda probar que las habilidades que tiene este personaje puedan ser inducidas en un laboratorio exitosamente. Aunque la genética hoy día está muy avanzada y se ha podido alterar ciertos tipos de ADN en ciertos animales, dotar con todas estas habilidades a una persona sería completamente irreal. De igual forma, todas las teorías de que este ser es de otra dimensión son sustentadas en leyendas, pero ninguna evidencia. Por lo cual, la respuesta más lógica es que este personaje fue simplemente creado para ese foro y que luego las personas comenzaron a crear una mitología conectando las leyendas antiguas. Es lo que la antropología conoce como sincretismo, que es el intento de unir diferentes creencias en una sola, así sea una creencia cultural o una religión. Lo que deja mucho pensar de este mito es que fue creado apenas unos años y casi se cobra su primera víctima real. Eso nos deja una inevitable pregunta: ¿en nombre de cuántos mitos los humanos se han matado entre sí en la historia? Des rencontres très étranges avec de mystérieux et vraiment surréalistes humanoïdes? En regardant les signalements de cas de créatures étranges et d'entités mystérieuses, on croise de temps à autre quelque chose qui semble exister dans sa propre sphère de mystère, quelque chose d'incroyablement étrange, qui sort de toute catégorie connue, et qui nous laisse complètement déconcertés. J'ai déjà couvert des cryptides extrêmement bizarres de toutes les formes et tailles ici à Mysterio Universe par le passé, plus d'une fois en fait, ainsi que des entités très inhabituelles que l'on croit être des extraterrestres, mais à d'autres moments, il n'y a tout simplement pas de véritable classification dans laquelle mettre quelques témoignages. Ces cas gravitent sur les bords périphériques de l'étrangeté, semblant nous défier et nous mettre au défi d'essayer de les comprendre. Je vous présente ici une sélection de reportages authentiques concernant des créatures humanoïdes, qui se trouvent carrément ancrées dans le royaume de l'inexpliqué. Qu'il s'agisse de ma tête de cerf, de figures bizarres en forme de bâton, ou d'autres choses encore moins définissables, voici quelques-unes des plus étranges. Une créature humanoïde très étrange qui a été signalée, est ce qui semble être une sorte d'homme-cerf, avec des observations vraiment étranges de telles créatures, qui ont eu lieu un peu de partout aux États-Unis. Un récit a été fait dans le nord-est de l'Ohio par un témoin qui affirme qu'il était chez son cousin en train de jouer à cache-cache à l'extérieur, alors qu'il avait 14 ans. C'était la nuit tombante et il jouait près d'un ruisseau boisé, alors que c'était au tour du témoin de chercher, et comme il s'y apprêtait, il explique qu'il a entendu le bruit des feuilles qui craquent sous les pieds.
Il s'est retourné pour regarder en pensant voir son cousin, mais ce qu'il vit à travers la broussaille, était plutôt comme un cerf qui semblait se tenir bizarrement debout sur ses pattes postérieures, ce qui était inhabituel pour un cerf, mais ceci allait s'avérer encore plus étrange. Le témoignage dit ceci. Il commençait à faire nuit et c'est moi qui cherchais. J'entendis des feuilles qui craquaient, et quand je me retournai pour regarder, je vis ce qui ressemblait à un cerf sur ses pattes postérieures. Je me souviens très bien d'avoir vu des pattes de chien courir, mais le reste du corps était droit. Et il a couru à une vitesse incroyable, et je savais que ce n'était pas l'un de mes cousins qui se cachait. J'ai couru aussi vite que je pouvais jusqu'à la maison, et mon cousin courait aussi, il avait vu la même chose. Ça me fait toujours flipper, jusqu'à aujourd'hui, parce que mon oncle nous a toujours dit qu'il voyait des choses bizarres sur cette propriété. En 1993, dans l'état du Delaware, on a observé une créature similaire, qui semble avoir aussi la capacité de changer de forme. Le témoin affirme qu'il avait environ 8 ans à l'époque, et qu'il était logé avec sa famille, chez ses grands-parents, dans une zone rurale et forestière près de la ville de Hockessin. Un matin, il dit qu'il s'est réveillé par temps clair avec le soleil qui brillait à travers la fenêtre, et aussi avec la vue surréaliste de la silhouette d'un cerf avec une énorme ramure de bois à l'extérieur. Les choses allaient rapidement devenir bizarres. Le témoin décrit ainsi ce qui s'est passé ensuite. Il était juste là, presque appuyé de profil contre la fenêtre. Je l'ai regardé avec stupéfaction. Et c'est là que ça a changé. En un seul mouvement d'eau, il s'était élevé sur ses pattes postérieures et ce n'était plus un cerf, mais un homme. Il n'y avait que 2 hommes dans la région, mon grand-père et mon père, et il était clair que ce n'était ni l'un ni l'autre, pas sûr que cela ait arrangé les choses. Grand-père était très bien bâti pour son âge et papa avait du ventre. Cette silhouette était nettement plus jeune, musclée, mais pas comme celle de mon grand-père. Il exsudait la force. Et ça m'a foutu la trouille. Il a regardé fixement sur le côté pendant un moment, puis s'est éloigné exprès. En y repensant, je veux croire que ce n'était que l'imagination d'un enfant à moitié éveillé, mais je me souviens de l'admiration et de la peur profonde, que j'ai ressentie quand le cerf a changé. Encore une autre observation d'homme cerf a été faite en 2012, dans les montagnes Wichita de l'Oklahoma. Dans ce récit, Kyle Ying déclare qu'il se serait rendu au refuge animalier national des monts Wichita pour photographier le ciel nocturne avec un ami. Ce soir, vers 22 heures, les bruits habituels de la forêt se sont soudainement assourdis et la faune locale a commencé à avoir un comportement bizarre et inhabituel. D'abord, des wapitis sont arrivés en courant et puis un troupeau de bisons, qui se sont tous approchés un peu trop près avant de s'enfuir, et cela donnait l'impression que ces animaux essayaient d'échapper à quelque chose qui les effrayait dans la forêt sombre qui était au-delà. Cela suffit à effrayer les hommes, pour qu'ils emballent leurs affaires, et décident d'aller se coucher. Alors qu'ils le faisaient, ils ont soi-disant ressenti un étrange changement de pression dans l'air, et tous les bruits de la forêt se sont arrêtés pour laisser un profond silence s'abattre sur eux. Les 2 hommes déstabilisés entendirent alors quelque chose se glisser dans l'herbe haute, qui se trouvait à proximité, troublant le silence qui avait recouvert la région, et on aurait dit que quoi que ce fût, cela se dirigeait vers eux. Ying prétend que lui et ses amis ont alors pris les fusils qu'ils avaient avec eux, se méfiant de ce qui semblait s'approcher. Ils ont démarré la voiture, et ont commencé à partir quand ils ont vu quelque chose se mettre devant le véhicule qui n'oublierait jamais. Une créature que Ying a décrite comme ayant une tête de wapiti, mais qui se tenait debout sur 2 jambes humaines, et qui avait 2 bras humains et des yeux rouges foncés. Pendant qu'il fonçait, la créature cauchemardesque s'élança vers l'avant pour se jeter sur la voiture. Ying accéléra aussi vite que le véhicule puisse aller jusqu'à ce qu'il soit à environ 5 km de là, où ils arrêtèrent leur envolée pour reprendre leurs esprits. Ying racontera ce qui s'est passé ensuite ainsi. On était terrifiés à se chier dessus. Les choses se sont calmées quand on est resté sur place. Là-bas, nous avons entendu un hurlement qui perçait les oreilles, un cri perçant, presque un cri de chasse d'une sorte, ou d'une autre qui m'a encore fait plus dresser les cheveux sur la tête, et m'a donné la chair de poule. Avec cela nous quittâmes complètement les montagnes, nous nous sentions comme si nous n'y étions pas désirés cette nuit-là. La façon dont la faune a agi, la figure que nous avons rencontrée, et que les animaux ont dû fuir, puis le cri dont la seule référence, qui me vient est celle d'une banshee. Je ne peux pas oublier cette figure que nous avons vue, ainsi que ce cri. Ce n'était pas humain et ce n'était pas un animal de la faune que je connais bien. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce que ces témoins ont vu? Quel genre de créatures ces choses peuvent-elles être et ces récits sont-ils liés? Personne ne le sait. Les hommes cerfs ne sont même pas les créatures humanoïdes les plus étranges à avoir été signalées, et nous ne faisons que débuter. À l'été 2012, il y a eu une observation très difficile à classer à Washington Park, près de Michigan City, dans l'Indiana.
Le témoin affirme qu'elle était restée dans la maison de plage d'un ami, située au bord du lac Michigan, et qu'il y avait un orage à ce moment. Vers 2 heures du matin, certains sont sortis pour fumer et regarder les éclairs, et c'est là qu'ils ont remarqué le faisceau d'une lampe torche balayant les hautes herbes près du rivage, comme si on cherchait quelque chose. Se disant que c'était un peu étrange, le groupe d'amis a regardé, et a vu que le faisceau avait éclairé une créature humanoïde allongée, d'apparence grisâtre, étendue sur la plage. Voici ce que le témoin a rapporté. La lumière est passée rapidement, sur quelque chose dans l'herbe, puis elle y est revenue. Ce qui avait été illuminé était très étrange. On aurait dit un type nu rampant sur l'herbe, bien qu'il ait eu les bras et les jambes allongés. Il bougeait vraiment vite en se déplaçant recroquevillé à 4 pattes. Ça n'a duré que quelques secondes, assez longtemps pour qu'on le voie. Puis, après que la chose se soit enfuie, la lampe torche nous a directement éclairés. Elle est restée pointée vers nous jusqu'à ce qu'elle s'éteigne après quelques secondes. Effrayant. On était comme scotchés, on s'est demandé ce qu'on avait vu. On avait tous vu un type bizarre à poil allongé. La seule chose explicable que cela aurait pu être, c'était celle d'un type ivre à poil. Mais je ne le pense pas, parce qu'il semblait anormalement étiré, que la lumière avait pointé vers nous, et que cela avait effrayé tout le monde. C'était quelque chose d'étrange. Je ne peux pas dire quelle était sa taille exacte, peut-être environ un M, E accent grave, T, R, E, S, 8, 0. Mon mari a dit que ça ressemblait à un clip de Marilyn Manson. Moi je voulais y aller. Je voulais voir si on pouvait le trouver. Mais personne d'autre ne voulait y aller, tout le monde était mort de peur, et voulait retourner à l'intérieur. Créature, qu'est-ce qu'ils ont vu de si étrange? Pourquoi cette lampe torche, et pourquoi s'est-elle mise à éclairer les observateurs de cette scène surréaliste? Qui sait? En août 2017, une étrange figure humanoïde a été observée de façon répétée dans une ferme près de Boca Raton, en Floride. Le témoin, qui a d'abord posté son expérience sur Reddit, dit que le 14 du mois, il a vu quelque chose de très inhabituel, un soir au crépuscule alors qu'il dînait et regardait le terrain de la propriété, chose qu'il allait continuer de voir pendant les 2 nuits suivantes. Il a expliqué qu'un humanoïde très grand, de couleur grise, qui ressemblait au personnage de Gumby, s'éloignait de la lisière des arbres, faisait quelques pas, puis revenait dans la forêt bordant la propriété. Le témoin déclare. Il était plat, mais ses jambes étaient pliées d'une manière qui ressemblait à un cintrage de planche, comme quand un morceau de bois s'incline lorsqu'on y met du poids, mais remonte lorsque le poids est enlevé. Son corps, de la position où je pouvais le voir, était rigide. Il n'avait pas l'air flexible à part les jambes et les membres qui étaient assez larges. La nuit suivante, à la même heure, la même chose se produisit, sauf que mes parents étaient avec moi. Ils marchaient sur 2 jambes, mais c'était plus comme des mouvements vers l'avant, ou des pas arqués que de la marche humaine. Je leur ai demandé s'ils avaient vu ça, et ils ont juste dit vu quoi? Puis c'est à nouveau arrivé la 3e nuit. Soit mon corps me donne des hallucinations aléatoires synchronisées avec mon horloge biologique, soit il y a un démon de Slender Gumby bizarre, qui vit dans la ferme derrière ma maison. Je n'ai pas été beaucoup à la maison récemment, donc je n'ai pas été en mesure de le chercher à nouveau, mais je le ferai si c'est possible. Je n'ai pas vu quoi que ce soit depuis ces 3 dernières fois, et je n'ai pas pu prendre de photos à cause de la distance. C'était en plein milieu d'une ville très peuplée, donc voir quelque chose d'aussi étrange dans une zone d'habitation c'était assez étrange. Si rien de tout cela n'est assez bizarre pour vous, qu'en est-il du nombre troublant de signalements de silhouettes en bâton, qui se cachent dans les zones rurales et désertes du monde? Quand je dis figure en bâton, je ne parle pas simplement de quelque chose qui est allongé et mince, mais plutôt littéralement une figure en bâton, comme quelque chose qu'un enfant pourrait dessiner. C'est ce que certaines personnes semblent avoir observé depuis au moins l'année 2008, et elles sont pour le moins bizarres. Les figurines en bâton sont généralement décrites comme étant juste cela, des êtres noirs grands et extrêmement minces sans traits faciaux perceptibles, et qui se déplacent en douceur et avec fluidité, certains témoignages indiquant qu'ils ne changent pas de dimension quel que soit l'angle sous lequel ils sont observés, comme s'ils étaient en fait des constructions en 2D. D'autres mentionnent des changements de pression atmosphérique, de l'électricité statique, et un sentiment de malveillance en leur présence. Fla figure les récits sur ces créatures, ont certain air de légende urbaine, mais ils sont néanmoins suffisamment nombreux sur Internet pour mériter d'être mentionnés. Un des premiers témoignages concerne un homme nommé Simon Veuve, et semble se situer vers l'année 1982, lorsqu'un témoin a dit qu'il étudiait pour devenir infirmier à l'hôpital Warley de Brentwood, dans l'Essex, en Angleterre, où il a vu ce que l'on peut seulement décrire comme une silhouette en bâton pendant qu'il rentrait chez lui durant la nuit. Le témoin a déclaré: « J'ai rencontré une personne en bâton dans le parc de l'hôpital, alors que je rentrais à pied chez moi un soir.
Il s'est écrasé sur la chaussée après s'être, apparemment, aplati contre un mur. Il s'arrêta quand il me vit, et leva les bras de peur et s'éloigna rapidement dans les sous-bois. Il était très grand, avec des bras et des jambes très minces, et extrêmement longs et une très petite tête ovale. Totalement noir et sans vêtements apparents. Je n'ai pas vu de visage bien qu'il ait émergé très près d'un lampadaire, et donc il était bien éclairé. J'étais terrifié et encore aujourd'hui personne ne me croit. Un autre témoignage de ce genre provient d'un témoin nommé Damien Castellion, qui affirme que sa sœur et son cousin ont vu une des créatures lorsqu'elle était enfant, aux funérailles de leur tante. Le témoin affirme. Tu sais que ma sœur m'a dit qu'elle a vu un homme en bâton, elle aussi quand elle était petite. À l'époque, c'était les funérailles de notre tante, et elle était assise en marge des obsèques, quand elle a remarqué une étrange personne en forme de bâton marchant en avant et en arrière au-dessus du câble électrique du poteau, qui était devant la cérémonie. Elle se trouvait à plus ou moins 10 pas du poteau. Elle a eu très peur et elle a demandé à notre cousine de regarder. D'abord notre cousine ne l'a pas cru, mais après quelques minutes elle a vu, elle aussi l'homme en bâton et toutes les deux sont devenues terrifiées. Elles ont alors demandé à la mère de notre cousine, si elle voyait l'homme en bâton mais elle a dit non. C'était midi, ça a pris plusieurs heures, jusqu'à l'aube, avant qu'il ne disparaisse. Quand elle m'a raconté cette histoire, j'ai eu des doutes, mais quand j'ai vu cet article, je me suis dit. Ouah, je n'ai jamais pensé que de nombreuses personnes aient pu voir une personne en forme de bâton tout autour du monde. Certaines de ces créatures ont même été apparemment photographiées, bien que la qualité des preuves laisse à désirer. De tels rapports sont en fait venus des 4 coins du monde, et il semble qu'il s'agisse d'un phénomène pour lequel il n'y a pas de réponse claire. Est-ce une légende urbaine en devenir? Si ces figures en forme de bâton sont bien réelles, que pourraient-elles être? Des extraterrestres? Des êtres interdimensionnels ou des fantômes? Quoi? Peu importe ce qu'ils sont ou ne sont pas, les véritables personnages en bâton, qui rôdent sur les routes et les bois sombres la nuit, doivent se classer parmi les choses les plus étranges que l'on puisse s'attendre à rencontrer. Il semble que le monde des observations étranges peut souvent basculer dans un territoire complètement inconnu dans lequel des choses qui sont impossibles à classer existent dans leur propre monde marginal de pure folie. Là, ils se cachent dans les limites obscures d'un royaume que nous ne comprenons pas, et dont beaucoup ne savent même pas qu'il existe. Ce sont des choses pour lesquelles il n'y a pas de manière commode d'avoir un classement, des choses qui semblent provenir de quelque sorte de récit d'horreur. S'il y a quelque chose, que sont ces créatures? Comment expliquer ces anomalies? Si nous pouvons en tirer quelque chose, c'est que ce sont là des observations vraiment étranges qui défient les normes, et qui ne cesseront peut-être jamais de nous intriguer. British snowfall on February the 8th, 1855 was particularly heavy. But in the county of Devon, it was not the snow, but what lay within it that was the most chilling surprise of all. Residents awoke to discover a trail of footprints stretching for 160 kilometers. The imprint matched no known living creature. But it was not simply the shape of its foot that was a mystery. The creature was alarmingly agile too. Its trail traversed rooftops and haystacks. Some reported that it continued over walls 14 feet tall. Then it became clear. This was no earthly creature. The footstep was a cloven hoof, the mark of the devil. Soon word got round that Satan was roaming the region hunting for sinners, and a legend was born. But it didn't end there. Some anonymous sources insisted that further inexplicable footprints appeared on the following 2 mornings as well. Soon the story became a national sensation. Truman's Exeter Flying Post described the story as an excitement worthy of the Dark Ages, noting that the footprints were most strange and a mysterious description. Local tradesmen became so alarmed that they amassed an impressive arsenal of bludgeons and guns. They then followed the trail to trace and exterminate the purported demon. When they reached its end, there was nothing to be found. Villagers brought in an expert naturalist to scientifically examine the prints. His inquiries concluded that they were evenly spaced, and exactly the same length of between 2 and 3 inches. This eliminated one popular suggestion, that they were a hoax, an artificial creation to produce mass hysteria.
One letter to the Illustrated London News wrote that the mysterious visitor generally only passed once down or across each garden or courtyard, and did so in nearly all the houses in many parts of several towns, as also in the farms scattered about. The gardens with high fences or walls and gates locked were equally visited as those open and unprotected. The incident was mystifying because no known animal either then or to this day was capable of such extravagant maneuvers. Even the Times newspaper noted that the footprints were more like that of a biped than a quadruped, and the steps were generally 8 inches in advance of each other. The impressions of the feet closely resembled that of a donkey's shoe, and measured from 1.5 inches to 2.5 inches across. The London Illustrated News suspected that the footprints belonged to a kangaroo that had recently escaped from the Primate Sidmouth Zoo. However, the footprints bore no resemblance to those of the marsupial, and given that some reports claimed that the trail even went through and over drain pipes, this suggestion was impossible. Certainly, an earthly visit from Satan preceded by footprints is not a new phenomenon. In one account from the 13th century, nobleman Rafe of Coggeshall described the night of the 19th of July, 1205. Following a violent electrical storm, a disturbing hoofprint appeared in the mud. No reasonable explanation was ever found. More recently, in 2009, further evidence emerged that suggested this could be a recurring phenomenon, when unknown footprints returned to Devon. Retiree Jill Wade discovered the cloven footprints 13 centimeters by 14 centimeters in her backyard. Amateur sleuths throughout the United Kingdom tried to solve the mystery, sending their theories to newspaper letters pages. One of these said the footprints probably came from a poor, despised and insignificant rat. Yet another gave a more fantastical response, saying that they must derive from a unipede. This creature is now generally considered a mythical beast, which was allegedly spotted by the explorer Bjorn Herjolfsson in Labrador in the year 1001. But none of these suggestions have ever been good enough to substantiate an alternative explanation to devilish activity. Yet there is no evidence that the devil exists. Since his existence is unproven, it is misleading to use this as the mainstay of the argument. The idea of the devil comes from Christian doctrine, which was followed almost universally in Britain in the 19th century. This fact, more than the theory's inherent authenticity, may explain why it was hardly challenged at the time. Many people have argued that an off-course hot air balloon might be a possible explanation. The local dockyard had released a balloon accidentally around the same time. It has been put forward that the trail might have been caused by loose mooring shackles dragging through the snow. However, this explanation is not foolproof. The likelihood of this happening without the attached chains getting caught in obstacles like trees is extremely low. As for Jill Wade, her claims of a devilish patrol on her property were soon disproved by precise scientific analysis. Jonathan Downes from the Centre for Fortean Zoology inspected the footprints and said that they were more likely made by a hare or a rabbit. Downes was able to measure and inspect the footprints thanks to modern photo messaging services and compared them to animal database records. If this technology had been available in 1855, the original devil's footprints might also have been traced to an animal species too. Nevertheless, the mystery of the devil's footprints is an enduring one. There is no real proof that this trail was Lucifer's work, but neither is there any explanation that stands up to more scientific scrutiny. Until there is, supernature and paranormal activity might be the strongest explanation we have. The Brown. Hello, Heathcliff. Heathcliff. The Lions Ground Entertainment Group. Many people think they know about the history of slavery. You read about it in school or in newspaper and is often in popular movies. But did you know that the first American slave owner was a black man? His name is Anthony Johnson.
Anthony Johnson from Angola. In 1621 he worked as a forced laborer for a tobacco farmer in Virginia. When Johnson's contract expired, he received 100 acres of land. He started a farm and took 5 convicts, 4 white men and 1 black man. John Caesar, one of the 5 convicts Anthony Johnson had employed, claimed that his contract has ended and that Johnson refused to release him. Robert Parker Johnson dragged him to court and demanded that Caesar would be released. But, according to the judge, he had the right to keep Caesar as slave. It was the first time that someone who had committed no crime at all was kept lifelong prisoner as slave. Anthony Johnson from Angola was the first legal slaveholder. The father of the legalized slavery in America was a black man. Did you know that the first American slave owner was a black man? Share your thoughts below. On a retrouvé l'ancêtre de Macron, déjà dans la finance en 1854. Le pape François a récemment affirmé qu'il ne savait pas d'où venait Emmanuel Macron. Pourtant on trouve dans les archives de l'église d'un petit village près d'Amiens, une trace de quelqu'un qui pourrait être un de ses ancêtres. Le 26 novembre 1854, le maire de la commune de Poulainville informe le conseil municipal qu'une somme de 10 000 francs est léguée par M. Louis-Charles-Antoine Lépine, propriétaire, décédé, pour la reconstruction de l'église, avec l'accord de ses héritiers et de ses légataires. Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte à l'unanimité purement et simplement, et avec reconnaissance, la dite somme de 10 000 francs. Le sieur Bathilde Bayet, entrepreneur à Saint en Amiénois, remporta le marché le 12 juillet 1868, mais il devra fournir une caution, conjointement avec son épouse Olympe Boulanger. Le 2 août 1868, le receveur municipal reçut la caution consistant en une maison francise à Saint, rue du Puy, d'une valeur de 9 500 francs, caution acceptée qui n'obtiendra une main levée que lorsque les travaux auront été reçus définitivement. La commune pourra donc disposer annuellement d'une somme de 2033 francs 33 centimes. Laquelle somme est affectée à l'amortissement de la somme de 18 728 fr 34, et des intérêts de cette somme. M. Bayet, qui a payé ses ouvriers, ses fournisseurs, a besoin urgent de son argent, la somme qui lui est due est importante. Il se tourne alors vers le receveur des rentes, M. Jean-Baptiste Macron, demeurant à Amiens, où il négocie la dette de la commune, le 13 mai 1872. Le receveur lui avance la somme de 12 000 francs au taux de 6%, l'an à prendre sur celle de 14 820 francs due par la commune jusqu'à la concurrence de la somme versée plus les intérêts. Le receveur municipal de Poulainville devra verser à M. Macron les annuités de 2033 fr 33C. Avec les intérêts. En cas de non-paiement par la commune, M. Bayet devra assurer le remboursement. Le 29 février 1873, le sieur Bayet, sur sa demande, obtient une main levée sur l'hypothèque prise sur sa maison. Une coïncidence d'autant plus troublante que d'après Wikipédia, Emmanuel Macron est né à Amiens, en 1977, que sa famille est originaire du village d'Auty, dans la Somme, un village qui n'est situé qu'à quelques kilomètres de Poulainville où habitait ce fameux Jean-Baptiste Macron, receveur des rentes. Origine et étymologie du nom Macron. Il y a mieux, ça concorde tout à fait avec l'origine étymologique de son nom, jugez plutôt, Macron est un nom de famille rare, forme contractée de Macron, diminutif de Macrel, nom issu du moyen néerlandais Maclar, avec le sens de courtier, entremetteur. Le fameux mystère du système d'Aldebaran, Hermann Oberth, qui a été le pionnier de la conception de fusées pour le Reich allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a ensuite fait progresser la technologie des fusées pour les lancements spatiaux habités américains, a déclaré de manière énigmatique: « Nous ne pouvons pas nous attribuer seuls le mérite de notre avancée record dans certains domaines scientifiques, nous avons été aidés. Nous ne pouvons pas nous attribuer seuls le mérite de notre avancée record dans certains domaines scientifiques, nous avons été aidés. » Lorsqu'on lui a demandé par qui il avait été aidé, il a répondu: « Les habitants d'Outremonde. » Les habitants d'Outremonde. Werner von Braun, pionnier de l'espace associé à Oberth et également au service du Troisième Reich, s'est fait l'écho d'une connaissance similaire de la réalité extraterrestre lorsqu'il a déclaré en 1959 : « Nous nous trouvons face à des puissances qui ne sont pas les nôtres. Nous nous trouvons face à des puissances bien plus fortes que ce que nous avons supposé jusqu'à présent, et dont la base nous est pour l'instant inconnue. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, nous sommes en train d'établir des contacts plus étroits avec ces puissances et, dans 6 ou 9 mois, il sera peut-être possible d'en parler avec plus de précision. » Above Top Secret, par Timothy Good, William Morrow & Company,
INC 1988, qui étaient au juste les habitants d'autres mondes dont parlait si allègrement le docteur Obert, et ces deux éminents scientifiques allemands faisaient-ils une référence indirecte à l'un des mythes les plus répandus et les plus séduisants de l'ufologie, le lien supposé entre le Troisième Reich de l'Allemagne d'avant la Seconde Guerre mondiale et les extraterrestriels? Après la défaite militaire de la Première Guerre mondiale, certaines sociétés secrètes occultes sont apparues en Allemagne avec l'intention de découvrir des indices de l'existence d'anciennes civilisations perdues qui avaient jadis prospéré sur cette planète, des civilisations qui auraient possédé des technologies remarquables, presque magiques, leur permettant de maîtriser les mers et les cieux et même de voyager dans l'espace interstellaire. L'inspiration pour redécouvrir ces technologies a été trouvée dans un roman publié en 1871 par l'auteur rosicrucien Édouard Bulwer-Lytton, intitulé « The Coming Race ». Lytton y raconte l'histoire d'un explorateur intrépide qui découvre une race avancée d'humains vivant dans un vaste monde souterrain et qui se nomme eux-mêmes Vrilia. Ces êtres étaient auparavant des habitants de la surface, jusqu'à ce qu'une catastrophe mondiale, semblable au déluge de l'Ancien Testament, les oblige à se réfugier dans les profondeurs de la Terre. La survie de cette merveilleuse société a été facilitée par l'application d'une force qu'il appelle Vril. Une explication à laquelle je n'ai pas compris grand-chose. Car il n'existe aucun mot dans aucune langue que je connaisse qui soit un synonyme exact de Vril, je devrais l'appeler électricité, sauf qu'il englobe dans ses multiples branches d'autres forces de la nature, auxquelles notre nomenclature scientifique attribue des noms différents, comme le magnétisme, le galvanisme, etc. Ces gens considèrent qu'avec le Vril, ils ont atteint l'unité des agences énergétiques naturelles, qui a été conjecturée par de nombreux philosophes au-dessus de la Terre. Certains ont supposé que le livre de Lytton n'était pas tout à fait une œuvre de fiction et qu'en fait, il avait connaissance de secrets selon lesquels des artefacts lémuriens et atlantes perdus existaient toujours dans des caches clandestines dissimulées dans le désert de Gobi et au Tibet. Et en effet, d'anciens textes sanscrits de l'Inde décrivent des civilisations qui ont prospéré avant le grand déluge et qui possédaient des technologies dépassant l'entendement de la science moderne. Le poème épique Saramangana Sutradhara fait référence à la construction d'étonnantes machines volantes. Le corps du Vimana doit être solide et durable, comme un grand oiseau volant fait d'un matériau léger. À l'intérieur, il faut placer le moteur à mercure et son appareil de chauffage en fer, grâce à l'énergie latente dans le mercure, qui met en mouvement le tourbillon moteur. Un homme assis à l'intérieur peut parcourir une grande distance dans le ciel. Les mouvements d'un Vimana sont tels qu'il peut s'élever verticalement, descendre verticalement ou se déplacer en biais vers l'avant ou vers l'arrière. Avec l'aide des machines, les êtres humains peuvent voler dans les airs et les êtres célestes peuvent descendre sur Terre. Les érudits orientaux et les occultistes allemands considéraient ces mythes anciens avec le plus grand sérieux et, pendant la période d'accalmie entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, les sociétés secrètes Thulé et Vril ont déployé des efforts assidus pour transformer ces mythes en une réalité technologique viable. La maîtrise d'une force occulte telle que le Vril n'assurerait pas seulement la domination technique de l'Allemagne, elle libérerait en fin de compte l'Allemagne de toute codépendance paralysante vis-à-vis des cartels pétroliers internationaux dominés par les conquérants de l'Allemagne, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les initiés des sociétés Thulé et Vril étaient déterminés à développer une science alternative et des technologies alternatives basées sur les principes possédés par la grande civilisation perdue de l'Atlantide, une dynamotechnologie spirituelle supérieure aux notions mécanistes de la science moderne. Leur objectif était donc de redécouvrir cette source d'énergie libre universelle et d'en faire profiter le monde moderne. W.O. Schumann, membre de Thulé, de l'Université technique de Munich, a déclaré, en toute chose, nous reconnaissons deux principes qui déterminent les événements, la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, la création et la destruction comme en électricité. Nous connaissons le plus et le moins. C'est toujours soit l'un, soit l'autre. Tout ce qui est destructif est d'origine satanique, tout ce qui est créatif est divin. Toute technologie basée sur l'explosion ou la combustion doit donc être qualifiée de satanique. La nouvelle ère qui s'annonce sera celle d'une technologie nouvelle, positive et divine. Par conséquent, l'objectif de maîtriser le Vril, le prana, l'énergie vitale fondamentale, illimitée et cosmique, une source d'énergie qui fonctionnerait harmonieusement avec notre monde naturel, est devenue l'une des priorités de ces sociétés secrètes allemandes. La médium Maria Orsic était la chef des Vrilrinnen. Les belles jeunes femmes de la Vrilgesellschaft, elles portaient toutes les cheveux en longue queue de cheval, contrairement à la mode populaire des cheveux courts de l'époque, affirmant que leurs longs cheveux agissaient comme des antennes cosmiques qui facilitaient leur contact avec les êtres extraterrestres de l'au-delà. Selon la légende de la société allemande du Vril, une réunion fatidique s'est tenue en 1919 dans un ancien pavillon de chasse près de Berchtesgaden, où Maria Orsic a présenté à un petit groupe composé de membres des sociétés de Thulé, du Vril et du Soleil Noir, des messages télépathiques qu'elle prétendait avoir reçus d'une civilisation extraterrestre vivant dans le lointain système solaire d'Aldébaran. À 68 années-lumière de distance, dans la constellation du Taureau, une série de transmissions canalisées par Maria s'est avérée être rédigée dans une écriture templière allemande secrète qu'elle ne connaissait pas. Une deuxième série de transmissions semblait être écrite dans une ancienne langue orientale.
que les érudits babyloniens associés au groupe Thulé ont reconnu comme étant de l'ancien sumérien, Maria Orsic et Sigrin, une autre femme médium de la Vril Society, ont commencé à traduire ces transmissions et ont découvert qu'elles contenaient des instructions pour la construction d'une machine de vol circulaire. Cependant, il est important de considérer la motivation possible derrière l'offre de la civilisation aldébaranienne d'aider le groupe Vril et l'Allemagne, la chercheuse Vandel. Stevens nous dit que, plutôt qu'un geste militant d'aide aux nazis agressifs, les Aldébariens ont perçu une disparité économique dans les cultures terriennes qui alimentaient des guerres et des conflits perpétuels. Pour atténuer cette disparité, les Aldébarans ont pensé qu'en offrant des technologies d'énergie libre, utilisées pour créer des moyens de transport de masse abordables, une nouvelle génération innovante d'industrie, promouvant la prospérité et une plus grande interaction pacifique entre les nations, pourrait en résulter, diminuant ainsi les guerres violentes. Il est clair qu'un tel plan a trouvé un écho auprès des membres des sociétés Thulé et Vril et de leur rêve d'un nouveau monde utopique basé sur la science alternative. Après avoir étudié ces dessins ésotériques, le Dr W. O. Schumann et ses associés de l'université de Munich se sont rendus compte que le channeling contenait en fait des éléments physiques viables et, au cours des années suivantes, des travaux ont été entrepris pour faire de cette machine volante une réalité. En 1922, la mise au point d'un prototype fonctionnel était en cours. Entre-temps, l'Allemagne a vu la création du Parti national-socialiste et l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, alimentée en partie par les visions utopiques d'un nouvel ordre mondial inspiré par les sociétés de Thulé et de Vril. En 1934, le premier vol d'essai habité du RFZ a eu lieu. Cependant, les résultats ne sont pas des plus réjouissants. Piloté par l'intrépide de la Première Guerre mondiale, Lothar Weiss, l'engin vacille jusqu'à une altitude de 60 mètres et, à l'atterrissage, le pilote parvient à s'échapper de l'engin juste à temps avant qu'il ne parte en vrille, se déchirant en morceaux comme une toupie ivre. Avant la fin de l'année, une version améliorée, le RFZ-2 de 5 mètres, a été testé avec succès et le développement des disques volants a été repris par la division SS-4 de l'armée nazie. Les principes physiques fondamentaux étaient aussi simples qu'un gyroscope d'enfant, des disques circulaires tournant en contre-rotation créent un effet antigravité. Un effet aussi intemporel que celui décrit par le prophète de l'Ancien Testament, Ézéchiel, et son char de feu, une roue dans une roue. Le patriarche hébreu aurait-il été témoin d'un engin volant en provenance d'Aldébaran? Contrairement à son objectif déclaré de créer un monde d'harmonie cosmique, Hitler a envoyé ses chars Panzer et son infanterie en Pologne en 1939, précipitant ainsi la Seconde Guerre mondiale, une guerre tout à fait destructrice malgré le fait qu'il ait également interdit toutes les sociétés secrètes en Allemagne. Les Gesellschaft Thulé et Vril ont maintenu leur autonomie et le développement des soucoupes en lévitation Vril s'est poursuivi, malgré la concurrence financière des impératifs de production de guerre conventionnelle de la Luftwaffe. L'unité aérotechnique V-7 conçut un certain nombre de soucoupes hybrides qui combinaient à la fois des systèmes exotiques d'antigravité et des systèmes conventionnels de propulsion par turboréacteur, créant ainsi des engins à portance verticale qui étaient essentiellement les précurseurs des hélicoptères modernes. Cependant, l'unité SS-4, nettement distincte, était la seule responsable du développement du rêve hitlérien de la propulsion à énergie libre. En 1941, l'engin de lévitation Vril 2 est utilisé avec succès pour les vols de reconnaissance transatlantique. Le vaisseau RFZ-2 utilisait le moteur Schumann Levitator pour la sustentation verticale et, lorsqu'il était activé, il présentait des effets communément décrits dans de nombreux récits d'OVNI, flou des contours visibles et couleurs d'ionisation lumineuse par rapport à l'accélération du moteur du vaisseau. Variant de l'orange au vert, au bleu et au blanc. De plus, l'engin a effectué des virages radicaux à 90 degrés, caractéristiques des vols d'OVNI. Tragiquement, le Reich a détourné les intentions pacifiques de la technologie de lévitation de l'Albaran et, suite au succès du RFZ-2, un modèle de combat pour un seul pilote a été conçu. Le chasseur avancé Vril était capable de voler à 12 000 km/h et d'effectuer des virages à angle droit à pleine vitesse sans que le pilote ne subisse d'effets néfastes. Le vaisseau volant dans une enveloppe autonome de son propre champ gravitationnel, le pilote ne ressentait aucune sensation de mouvement ou d'inertie. Les progrès ultérieurs des engins de lévitation entre 1941 et 1944 ont donné naissance à la série des Honbu, les gros bras de la flotte de soucoupes de Reich. Le développement de puissants moteurs magnétogravitiques à tachyon, les Tultachionator, que l'on suppose être de grandes sphères de mercure en rotation verticale, a permis de concevoir des vaisseaux soucoupes blindés de 75 pieds de diamètre, équipés d'armements tels que des tourelles de canons Panzer Tank montées sur la face inférieure. D'autres vaisseaux étaient équipés de canons laser à clistron. À Noël 1943. La médium Maria Orsic, de la Vril Gesellschaft, affirme que les transmissions ultérieures en provenance d'Aldébaran révèlent que 2 planètes habitables gravitent autour de cette étoile et que l'ancienne civilisation mésopotamienne de Suméria est liée à d'anciennes colonies d'explorateurs d'Aldébaran. Les voyants ont découvert que la langue écrite d'Aldébaran était identique à celle des Sumériens et qu'elle était phonétiquement similaire à l'allemand parlé. Il a également été révélé qu'il existait un canal dimensionnel, ou trou de verre, reliant nos 2 systèmes solaires. Ainsi, en janvier 1944,
Peut-être conscient que les efforts de guerre de l'Allemagne faiblissaient, Hitler et Himmler ont autorisé un plan audacieux consistant à envoyer une soucoupe Vril 7 dans le canal dimensionnel, peut-être pour obtenir l'aide de la civilisation d'Aldébaran. L'aventure a frôlé le désastre. Le Vril 7 est revenu avec sa coque vieillie comme s'il avait volé pendant 100 ans et sa surface endommagée en plusieurs endroits. Entre-temps, les Alliés ont eu un aperçu désagréable du potentiel d'armement mortel des soucoupes allemandes en 1944. Un bombardement massif a été lancé contre l'usine critique de roulement à billes de Schweinfurt. En quelques heures, une escadrille de 10 à 15 disques nazis réussit à abattre pas moins de 150 bombardiers britanniques et américains, soit un quart de l'ensemble du contingent de bombardiers. Pourtant, face à des forces écrasantes, le Reich en ruine ne dispose pas d'un nombre suffisant d'escadrons de soucoupes pour renverser la vapeur. Le destin militaire du Reich étant incertain, un général ambitieux et énergique s'élève au sein de l'élite du cercle intérieur de la SS pour atteindre un niveau de pouvoir qui rivalise peut-être avec celui du Führer lui-même, Hans Kammler, protégé de Heinrich Himmler. S'est fait une réputation grâce à ses compétences en matière de développement et de mise en œuvre rapide d'installations de fabrication clandestine et de mobilisation massive de main-d'œuvre esclave en provenance des camps de concentration. En 1945, Kammler s'était assuré le contrôle de tous les projets SS ultra-secrets liés aux missiles ou aux avions. Les projets Vril ont certainement été l'une de ses principales priorités. Rusé et astucieux, Kammler possédait facilement les qualifications nécessaires pour diriger la construction des installations des projets spéciaux au pôle Sud. Le 17 avril 1945, Kammler disparaissait d'Allemagne, échappant vraisemblablement à la capture à bord d'un imposant bombardier Junker 390 America à 6 moteurs, en partance pour une destination inconnue. En s'emparant inévitablement des installations de fusées et du personnel de Peenemünde, les dirigeants de l'armée alliée En Marche n'ont que trop bien compris à quel point la technologie allemande était devenue dangereusement avancée. Malgré la capitulation inconditionnelle du Troisième Reich en 1945, une menace nazie potentielle hantait toujours les services de renseignement alliés. Le haut commandement allemand n'avait-il sacrifié son opération européenne pour gagner du temps afin d'installer une position de repli dans l'Antarctique, capable de lancer de futures représailles depuis sa redoute polaire sud? Le post-scriptum de cette légende est le récit de l'opération High Jump. En janvier 1947, une force militaire américaine composée de 13 navires, dont un porte-avions, d'hydravions, d'hélicoptères et de 4000 soldats a été envoyée en Antarctique sous le commandement de l'amiral Richard Byrd, dans le but déclaré de cartographier le littoral. Cette force opérationnelle était prévue pour un séjour polaire de 8 mois, mais après 8 semaines et une perte non divulguée d'avions et de personnel, Byrd a retiré ses forces. La rumeur veut que Byrd ait été confronté à une action hostile écrasante, qu'il a décrite comme suit: des chasseurs capables de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. Il a également laissé entendre qu'il avait en fait engagé un contingent allemand assisté également par une civilisation avancée dotée de technologies redoutables. Ce qui s'est passé lors de l'expédition de Byrd au pôle sud reste entouré de mystères, car tous les rapports, y compris le journal de bord personnel de Byrd, restent confidentiels. Il convient également de noter que l'opération High Jump a été organisée à l'origine par le secrétaire à la marine, James Forrestal. Mais plus tard, en 1949, Forrestal a été envoyé en convalescence pour une dépression nerveuse à l'hôpital naval de Bethesda. Cependant, après avoir prétendument divagué avec le personnel de l'hôpital au sujet de l'Antarctique, des ovnis et d'une ville nazie souterraine, Forrestal s'est vu refuser toute visite et, peu de temps après, il est mort en tombant de la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Sa mort a été qualifiée de suicide. Mais encore une fois, si l'on considère la question posée au début de cet essai, la civilisation avancée suggérée par Byrd pourrait-elle être les mêmes extraterrestres auxquels von Braun et Aubert font allusion? Ces peuples d'autres mondes pourraient-ils être les mystérieux alliés allemands d'Aldébaran? Telle est la légende du Vril et des projets de disques en lévitation du Troisième Reich. Bien entendu, si toute discussion sur les soucoupes volantes s'était arrêtée en 1945, il serait parfaitement simple de rejeter tout le mythe comme une absurdité grotesque. Cependant, comme nous le savons tous, les rapports persistants d'ovnis et d'engins volants circulaires sont restés une énigme omniprésente dans le monde entier pendant toutes les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Et tant que ce mystère restera sans réponse, l'énigme des soucoupes nazies demeurera un paradoxe urgent qui suscite un kaléidoscope de questions exigeantes, vues sous l'angle de la physique classique. Le mythe tout entier est facilement rejeté comme une foutaise fantaisiste. Les notions de contes de fées de canalisation occulte avec des frères de l'espace d'Aldébaran et des nazis armés de soucoupes volantes et de fusils à rayons ressemblent à la science-fiction la plus extravagante. Cependant, cette même légende reconsidérée du point de vue radicalement différent de la physique quantique devient dramatiquement plausible. La Vril Society était-elle simplement en train de faire une application pratique du champ unifié, le Vril, ou l'unité des agences énergétiques naturelles qu'Edward Bulwer-Lytton a décrit, loin d'être une fiction, est une description remarquablement précise de l'énergie du point zéro qui imprègne l'univers tout entier.
Les anciennes civilisations perdues de la Terre ont-elles partagé avec les civilisations extraterrestres des étoiles l'idée que l'univers est en fait une conscience unique et simultanément un océan d'énergie illimitée? Se pourrait-il qu'une poignée de visionnaires allemands audacieux ait découvert les secrets de l'exploitation de cette énergie, et finalement, qui ont été les vrais vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale? Un contingent de physiciens, d'ingénieurs et de militaires allemands a-t-il réussi à quitter le réseau en 1945 et à établir une nouvelle colonie, totalement autosuffisante et indépendante des cartels mondiaux du pétrole? Les principes fondamentaux de la production d'énergie libre sont-ils parfaitement connus et délibérément dissimulés, au prix de la destruction de notre environnement, dans le seul but de servir la cupidité des multinationales et des banques jusqu'à aujourd'hui? 7. Propulsion à l'énergie libre est-elle le secret ultime de la dissimulation des ovnis? Bien entendu, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le mystère des soucoupes allemandes s'est encore épaissi. En juin 1947, un pilote privé nommé Kenneth Arnold a signalé une formation de 9 objets brillants se déplaçant à une vitesse sans précédent de 1600 km/h dans les environs du mont Rainier, dans l'État de Washington. Selon Arnold, les engins volaient comme le ferait une soucoupe si on la faisait sauter sur l'eau. La presse s'est donc emparée de ces paroles et a lancé la fascination du public pour les soucoupes volantes. Cependant, Arnold a décrit l'engin comme ayant plutôt la forme d'un croissant, comme des ailes volantes, ce qui, par coïncidence, était une autre forme aérienne mise au point par les frères allemands Orton. Pendant la guerre, on soupçonne que les avions allemands capturés sont étudiés dans une installation conjointe américano-britannique située dans l'ouest du Canada, près de l'État de Washington. 4 mois plus tard, en septembre 1947, 8 mois seulement après la mission avortée de l'amiral Byrd en Antarctique, le Strategic Air Command entreprit une mission détaillée de cartographie et de reconnaissance du pôle Nord. Une vaste base de soutien B-29 fut établie à Fort Richardson, en Alaska. Outre les caméras, ces bombardiers étaient équipés de scanners électromagnétiques, de capteurs et de détecteurs d'émissions magnétiques à la pointe de la technologie et, comme l'a décrit Byrd, des engins à grande vitesse capables de voler d'un pôle à l'autre ont également été rencontrés dans l'Arctique. Les équipages de vol ont rapporté avoir vu des soucoupes métalliques à portance verticale stationnées sur la banquise, volant dans l'eau et hors de l'eau, et suivant les B-29, toutes les preuves, les bandes, les boîtes de films et la documentation ont été immédiatement classées et renvoyées en urgence à Washington DC. D'après les documents capturés, les Allemands avaient également prévu de construire un vaisseau cylindrique en lévitation de la taille d'un Zeppelin, appelé la machine Andromède. Ce mastodonte de 330 pieds était capable de transporter jusqu'à 5 petits vaisseaux éclaireurs Vril et Hornby. Au début des années 1950, un Californien nommé George Adamski a photographié un ovni remarquablement similaire à ce modèle. Plus tard, Adamski a affirmé avoir eu un contact avec un extraterrestre d'apparence nordique près de Desert Center, en Californie, qui prétendait venir de la planète Vénus. Toutefois, il convient de noter que les photographies du petit vaisseau de reconnaissance piloté par cet extraterrestre montrent un design pratiquement identique à celui du Hornby 2 allemand, bien qu'Adamski ait été plus tard démenti comme étant un imposteur. Des rapports d'ovnis identiques au vaisseau éclaireur vénusien ont continué à faire surface dans le monde entier. En 1954, le président Dwight Eisenhower aurait été convié en secret à une réunion avec des extraterrestres à l'aérodrome de Muroc, près de Palm Springs, en Californie. Un groupe particulier aurait été d'apparence nordique et aurait offert à Eisenhower la technologie de l'énergie libre en échange du désarmement nucléaire, a refusé. L'histoire raconte que ces ET nordiques ont ensuite rencontré le pape Pie XII au Vatican. Bien entendu, tout le monde sait que pendant la guerre, l'Allemagne a entretenu des relations cordiales avec l'Argentine et d'autres pays d'Amérique latine et, par une curieuse coïncidence, on signale encore aujourd'hui la présence d'ovnis dans toute l'Amérique du Sud, ainsi que des récits de bases allemandes cachées dans les pics glaciaires du Pérou et dans les vastes jungles du Brésil. Prenons l'exemple de cet objet étrangement familier qui aurait été photographié près de Lima, au Pérou, en 1973. Mais l'hypothèse la plus flagrante d'un lien entre l'Allemagne et les ovnis est sans doute celle de la célèbre affaire Billy Meyer. En Suisse, en 1975, 30 ans après la disparition des dirigeants de la société Vril, un agriculteur suisse a affirmé avoir eu un contact avec une fille des Pléiades, qui portait le pseudonyme de Semjaz, et ressemblait étrangement au Vril Rinen de 1919. Cette fille de l'espace portait également de longs cheveux blonds, parlait couramment l'autrichien allemand et partageait franchement des connaissances approfondies sur les projets de soucoupes allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Les vaisseaux téléportés de Semjaz étaient-ils en fait des versions contemporaines des anciens Hornby? Et pourtant, l'énigme demeure. Si les vestiges modernes du Troisième Reich possédaient une technologie aussi largement supérieure, pourquoi n'auraient-ils pas tout simplement fait jouer leurs muscles et conquis le monde d'un coup de baguette magique? Pourquoi n'ont-ils pas simplement déployé leurs muscles et conquis le monde d'un seul coup? Ou bien n'ont-ils réalisé qu'une telle victoire risquait en fin de compte d'être un geste futile? Supposons que les survivants du Reich aient appris de leur mentor d'Aldébaran le secret que possédaient les anciens Sumériens. À savoir que, selon un cycle régulier de 3600 ans, la surface de la planète Terre est dévastée par le passage d'une étoile naine, compagne de notre système solaire.
et qu'il a été calculé que cette étoile noire allait à nouveau traverser les planètes intérieures au cours des premières années du XXIe siècle. Un événement aussi monumental donnerait au Reich de Milan une maigre durée de vie d'environ 70 ans.